à Genève, c'était très entrepreneurial. Et puis dans les grandes entreprises, j'étais directeur général de TAG Heuer pour l'Europe continentale. J'étais basé en Allemagne pendant 7 ans et je gérais 2 filiales, une en France, une en Allemagne, et on gérait la commercialisation de montres de luxe sur l'Europe. Voilà, donc ça c'était, on va dire, la première étape dans ma vie professionnelle. Et puis à un moment donné, pour différentes raisons, il y a aussi une chose qui est importante à rajouter, c'est que j'ai quand même fait donc HEC, entrepreneur. Donc la petite graine de l'entrepreneuriat était là dès le début. C'est toujours quelque chose qui m'a passionné et je me suis toujours considéré, même dans mes jobs de salarié, comme un entrepreneur et un développeur, et non pas simplement un salarié. Euh, voilà, au fil de ma carrière, euh, j'ai eu à gérer aussi des équipes relativement importantes, hein, enfin, une centaine de personnes. Euh, et donc, j'avais clairement plutôt un rôle de manager. Ça, c'est important pour expliquer après ce qui s'est passé quand j'ai fait le choix de créer ma structure avec Optimize. Euh, donc, aujourd'hui, je viens de dépasser la cinquantaine, on va dire. Euh, et c'était quand même un petit peu le dernier train pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça me laisse encore quand même suffisamment de temps pour construire quelque chose d'intéressant. Enfin, il me reste encore une dizaine d'années, hein, donc il y a de quoi faire. Euh, mais je me suis retrouvé dans une situation où j'étais dans un pays, donc en Allemagne, qui m'intéressait beaucoup, mais où je ne me voyais pas forcément rester jusqu'à la retraite. Euh, et puis, j'avais vraiment des aspirations différentes. J'étais confronté à des changements d'actionnaires ou des changements de boss que je n'ai pas forcément choisis, avec des implications de devoir changer de job. Ça, c'est des choses qu'on traverse tous dans nos carrières. Et j'avais envie de prendre mon destin en main. Et puis, en fait, j'ai regardé différentes solutions dans le domaine de la franchise. J'ai aussi étudié la possibilité de créer ma société ou travailler sur des reprises. Et moi, j'en suis arrivé enfin, à plusieurs conclusions. La première, c'est que la création d'entreprise from scratch, bah, c'est compliqué, c'est risqué. Et enfin, j'avais pas d'idée géniale ou de pistes qui étaient évidentes pour moi, ayant travaillé dans plein de domaines différents. Concernant la reprise, j'ai parlé avec pas mal de collègues ou d'amis qui ont regardé aussi les possibilités. Alors, les reprises, il peut y avoir des dossiers importants, mais enfin, les bons dossiers, ils valent cher. Ou sinon, c'est des entreprises qui sont peut-être un peu plus tournées vers le passé. Et moi, je cherchais un secteur économique porteur avec des perspectives de développement qui soient intéressantes, en tout cas sur les 10, 15, 20 ans à venir. Et j'en suis arrivé quand même assez rapidement à la conclusion que la bonne solution, c'était la franchise. J'ai regardé différentes possibilités. Donc, je connaissais Fred et j'observais ce que faisait Optimize depuis plusieurs années et je trouvais ça super intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de mon profil, j'ai pas du tout de profil technique. Je ne gérais pas des sites internet hein, avant d'être chez Optimize. J'ai toujours été intéressé par la technique. J'ai toujours donc, eu des jobs où on avait des stratégies digitales qui ont pris l'importance, surtout dans les années 2000. Mais je n'étais pas du tout expert dans le domaine. Aujourd'hui, je le suis devenu. C'est étonnant d'ailleurs pour des gens qui ont peut-être travaillé avec moi dans une autre vie professionnelle. Mais oui, j'ai appris énormément de choses. C'est passionnant et c'est tout à fait possible. Donc, si jamais vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas expert et où ça vous fait peur, hein, où vous dites, bah, ouais, dis donc, c'est quand même compliqué, le SEO, le référencement naturel. Alors, n'ayez pas de crainte. Il faut simplement faut avoir envie d'apprendre vite et beaucoup. Si vous êtes capable de faire ça, alors ça sera tout bon. Mais on a notre métier, et c'est ça que j'ai bien aimé dans l'approche de Fred, hein, notre métier, il est principalement, c'est un métier de conseil. C'est un métier où on accompagne des clients dans la durée
en leur apportant des solutions concrètes tous les jours pour les aider à développer leur business. En fait, moi, ce que j'ai compris avec Fred, en fait, c'est ce que j'avais fait avant pendant 20 ans. J'avais fait du commercial et du développement d'entreprise. Ce que je fais chez Optimize, c'est exactement pareil. Alors, je le fais avec des solutions qui sont différentes, des solutions techniques, plein de solutions donc de marketing digital. Ça peut être le référencement naturel, ça peut être bien sûr toutes les stratégies publicitaires sur Google, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur plein d'autres choses. Mais au fond, en fait, je fais quasiment le même job que ce que je faisais avant. Voilà, donc mes motivations, pour revenir sur le parcours, je crois que vous avez compris, euh, mes motivations pour me lancer et pour faire ce grand saut, hein, de quitter finalement la position à la fois confortable, mais qui est limitante aussi, hein, de salarié, c'était de dire, bah, c'est le moment de prendre mon destin en main. Et Et tu penses d'ailleurs alors, parce que c'est une question qui revient souvent quand on nous la pose, est-ce que tu penses qu'il y a un âge idéal pour ça, pour se lancer dans l'entrepreneuriat? alors, je pense que c'est peut-être un tout petit peu plus jeune que le mien à l'époque, donc autour de la quarantaine, c'est parfait. Je, en dessous de 30 ans, ça me paraît un peu risqué. C'est-à-dire que dans notre métier, on a face à nous des entrepreneurs, souvent des gens d'ailleurs qui ont la quarantaine, la cinquantaine, voire la soixantaine. C'est le profil type de nos clients. C'est un chef d'entreprise qui comprend pas grand-chose à Internet. Et c'est pour ça qu'en fait, mon profil colle bien, c'est que je suis capable d'expliquer de façon très simple et avec des termes qu'il comprend, donc des problématiques digitales, et puis d'apporter des solutions, mais sans rentrer dans trop de détails techniques. Alors, parfois, il m'arrive de travailler avec des gens beaucoup plus jeunes, des gens qui ont, moi, j'ai des clients qui ont même 25 ans. J'y vais sans aucun complexe aujourd'hui. Euh, En fait, pour être très clair, hein, la plupart des gens pensent connaître Google, mais vous servez de Google tous les jours, vous connaissez 1% de ce qu'il y a à savoir, quoi. Et je peux, en 3 phrases, vous perdre. Voilà, si je commence à vous demander est-ce que vous connaissez la différence entre les featured snippets et les rich snippets, est-ce que vous savez gérer ça dans le back-office de votre site WordPress de façon à faire remonter les avis. Enfin, donc il y a des quantités de choses à savoir incroyables, mais c'est pas parce qu'on est jeune et qu'on passe son temps sur Instagram et qu'on envoie 250 posts par jour qu'on sera plus qualifié pour le job. Voilà. Alors, Donc, ce qui est important, me semble-t-il, dans ce que tu dis sur l'âge charnière et sur l'expérience, c'est que moi, je le vois, bon, pour avoir vécu le truc depuis le début, c'est que quelqu'un qui aurait 25 balais et qui se lance dans la franchise ou l'entrepreneuriat n'aura pas en fait le background de l'expérience de 10-15 ans en entreprise qui lui permet justement de parler d'égal à égal avec un client potentiel qui lui-même en fait a une gestion d'entreprise avec des salariés, avec des problématiques stratégiques, etc. Et donc c'est pas tant en fait la capacité technique qui va blesser, c'est plus la capacité en fait de parler d'égal à égal avec une expertise et une expérience d'entreprise qui est au moins aussi importante que la personne à qui on a affaire. Donc, exactement. après, par rapport à l'âge charnière vers le haut, je pense qu'en effet, la quarantaine est la bonne période pour changer, puisque plus on avance, en fait, moins on a de temps de fait pour développer sa boîte et puis pour en faire potentiellement une succession pour ses enfants, une revente à terme, etc. Donc, c'est une question de temps de valorisation, tout simplement. C'est pas une question de capacité liée à l'âge. Mais voilà, si je veux à terme revendre ma boîte quand je l'aurai bien valorisée, c'est mieux si j'ai au moins 10-15 ans derrière moi plutôt que ouais, s'il m'en reste 5, c'est un petit peu plus difficile pour arriver à la développer. Autrement dit, en fait, on va dire que nos franchisés,
en âge idéal sont aux alentours de la quarantaine, mais ça ne ferme pas la porte à ceux qui auraient 30 ans ou à ceux qui en ont 50. C'est juste une question de temps restant pour pouvoir valoriser son entreprise et ensuite soit en faire un complément de retraite, soit en faire une succession. Bref, en tout cas, revendre son compte de commerce. Et je voudrais juste rajouter par rapport à ce que disait Jean-François que c'est quand même un état d'esprit évidemment radicalement différent de celui du salariat. C'est que moi, j'ai passé également 20-25 ans dans des grands groupes et j'avais l'impression d'enrichir l'actionnaire. Là, aujourd'hui, quand je me lève tous les matins, c'est pour moi que je travaille et c'est pour finalement valoriser le fruit de mon travail que je laisserai à mes enfants après. On n'est plus du tout dans le même état d'esprit, me semble-t-il, mais je te laisserai la parole sur le sujet, Jeff, sur cette thématique. Ben absolument. Alors, je voulais dire aussi, passer un message très clair. Euh, la franchise est une création d'entreprise, hein. Là-dessus, Oui, bien sûr. il faut avoir aucun complexe par rapport à ça, avec les risques qu'il y a, et avec à la fois les emmerdes, mais aussi donc les succès. Il n'y a pas de limite, on bosse pour soi. Mais donc, la franchise, c'est une création d'entreprise. Et ça nécessite donc une implication totale dans le projet. Simplement, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes épaulé. Alors, donc moi, j'ai démarré, j'étais le premier franchisé d'Optimize, hein, j'ai eu cette chance. Et donc, on a démarré avec Fred ensemble, qui avait déjà une petite équipe quand même, hein. Et ça s'est passé très vite, hein. Mais c'est vraiment extrêmement agréable d'être épaulé. Moi, je devais monter ma boîte, hein. J'ai fait aussi ce qui est totalement déconseillé. J'ai déménagé, j'ai changé de métier. Hein. Avant, je travaillais dans une industrie, pour l'industrie du luxe. Et là, maintenant, mon métier, c'est du conseil. C'est une activité de service. Donc, j'ai changé de pays, même si j'ai la double nationalité française et suisse. Je suis quand même parisien d'origine et mon réseau était plus français que suisse. Et j'avais quand même plein de choses à apprendre. Donc, en général, on vous déconseille de faire tout ça. Ben, moi, je l'ai fait parce que c'était mon choix. C'était de se dire, je choisis le lieu où je veux vivre. J'ai envie d'habiter en Suisse. J'ai envie pour des raisons aussi familiales, enfin, j'y reviendrai, mais donc, euh, j'ai envie de créer mon activité. J'ai envie de faire un métier que j'aime. Et tout ça faisait sens pour moi. Mais c'était une vraie création. Et Une vraie création avec une implication complètement familiale aussi. C'est un peu le point de la charte, c'est que quand tu te lances dans un projet comme ça, un projet de création d'entreprise, on va dire classique, ou là en l'occurrence sous franchise, ça implique pas forcément ton travail à toi seulement, ça implique aussi la famille, femmes et enfants qui potentiellement peuvent être amenés à déménager ou peut-être à subir des temps de travail différents en semaine. A contrario, pour certains, comme Nicolas qui nous a rejoint, lui qui était directeur de golf et qui bossait le week-end, a finalement eu ses week-ends de libre une fois qu'il a créé son entreprise. Donc il y a quand même des implications voilà, qui sont familiales au-delà même d'être des implications perso de choix de carrière, quoi. voilà. Et donc, ce qui est important, enfin, c'est de définir un cadre qui te convient. Quel que soit pour les gens qui se posent ces questions-là, c'est où est-ce que tu as envie de vivre, quel métier tu as envie de faire, qu'est-ce qui te plaît. Euh, le métier qu'on fait, c'est un métier de conseil, hein, c'est un métier d'accompagnement, mais ça veut dire il faut aimer ça, il faut aimer aider les gens, amener des solutions. C'est un métier où on est à la fois, on est très doer, on doit faire des choses concrètement. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé faire, c'est-à-dire on apporte des solutions, mais c'est pas que, enfin, il y a une partie de recommandation, on fait faire des choses à nos clients, et puis il y a aussi toute une partie où on doit délivrer nous-mêmes et être aux commandes. Donc, de la même façon, si vous aimez bien ça, il faut aimer ça, hein. C'est différent d'un rôle de manager complet où on fait finalement que donner des ordres aux autres et en essayant d'apporter une cohérence totale. Là, il faut faire les deux. C'est plus compliqué.
Alors, pour répondre à la question, quelles étaient tes craintes avant de te lancer et comment, en fait, tu as pallié ces craintes au fur et à mesure? Parce qu'il y a aussi, tu vois, un questionnement avant de se lancer dans l'entrepreneuriat qui peut être, important. Tu pars d'une situation, une certaine baronnie où tu es très bien payé, tu as déjà un certain statut en entreprise et tu te retrouves, le lendemain à devoir aller toi-même voir le comptable et acheter tes timbres-poste pour poster tes lettres, hein. C'est plus tout à fait, la même configuration? Oui, tout à fait. Alors, euh, ouais, c'était une crainte par rapport à la crédibilité, puisque j'avais en fait avant un métier quand même de généraliste, et passer à un métier qui est quand même perçu par les gens comme un métier de spécialiste, même si les gens comprennent pas très bien ce que je fais. Enfin, ils me disent souvent, mais quoi, tu fais des sites internet ou ah oui, tu fais de la pub sur Google. Enfin, alors, donc, en partie, oui. Je pilote des projets où on va faire des refontes complètes du site. On va faire, on va utiliser le site internet pour qu'il devienne un vrai outil commercial pour l'entreprise et qui ramène des clients tous les jours et qui permette à l'entreprise de développer le chiffre d'affaires. Mais on peut résumer ça en disant, bah oui, je fais des sites internet. Enfin, c'est une façon résumée de le dire. Mais dans mes craintes, c'était comment je peux avoir une légitimité, une crédibilité dans un nouveau métier. euh, bah, comment tu peux acquérir ça? Et là, la solution de la franchise, bah, elle est géniale, elle est exceptionnelle. Et puis, ce que j'ai constaté aussi, c'est même dès le départ, en fait, il y a des gens qui m'ont fait confiance, bah, parce qu'ils faisaient confiance à Optimize, hein, à la méthode. Ils faisaient confiance à moi aussi, avec les qualités que j'ai et les défauts, mais ils me disaient, bah oui, j'ai envie de travailler avec Jean-François. Ça c'est quelque chose qui est essentiel. C'est que tous les clients euh, que je signe, et, bon, j'en ai signé pas mal, hein, en 3 ans, ça se passe bien, on se choisit mutuellement. Ça, c'est vraiment important et c'est que du bonheur. C'est-à-dire qu'il y a des clients, moi, c'est des super bons dossiers, ça peut être intéressant, mais simplement, je n'ai pas envie de bosser pour cette boîte-là, je ne le sens pas. Et réciproquement. Et puis, il y a des gens avec qui on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, et on va avoir des discussions plus globales que juste la stratégie digitale, hein. Moi, j'ai des patrons, là, ça m'est arrivé là encore il y a 2 heures, un patron d'entreprise que j'accompagne qui m'a dit, écoute Jean-François, là, il m'arrive un truc, j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un, je voudrais avoir ton avis. Et, et ce rôle-là, en fait, j'adore ça parce que on accompagne les gens dans la durée. On n'est pas là chez Optimize pour vendre une prestation, on s'arrête, puis après terminé, et puis donc il faut signer des contrats tous les mois, il faut que tu signes 5 contrats. Nous, on travaille avec un business qui est récurrent. C'est des contrats euh, qui ne sont pas limités dans le temps. Moi, la plupart de mes clients, je les ai déjà depuis 3 ans, 4 ans. 100% de mes clients en 2020 ont re-signé en 2021, même avec le Covid. Tous. D'accord? Parce qu'on a réussi à créer une relation forte et qui voit la valeur ajoutée de ce qu'ils payent tous les mois. Après, moi, c'est mon challenge, hein. Tous les mois, je me dis, bah, OK, il faut que j'en donne suffisamment à mon client, il faut que je lui apporte suffisamment de valeur ajoutée pour qu'il soit content et qu'il ait envie de continuer. Donc, Juste, excuse-moi, d'un point de vue technique, est-ce que cette tu crainte pourrais... que j'avais, bah, elle s'est levée naturellement parce que, ouais, au début, j'étais peut-être un peu challengé aussi. Il y avait peut-être des questions, c'est un peu compliqué. Alors, j'appelais Fred, ou je devais. Donc, tiens, là, je ne sais pas trop comment je vais faire. Et puis, la franchise m'apportait les solutions, l'expérience de Fred, et aujourd'hui, d'une façon plus large, l'expérience de l'équipe Optimize, hein, parce qu'en fait, tout franchisé qui a un problème, bah, dans l'équipe Optimize, on a été déjà confronté à ces questions. Et donc, on trouve les réponses. Ça nous fait le lien avec la charte suivante. Si tu veux bien la mettre même en plein écran, si tu veux bien, Jean-François, pour qu'on Comme puisse... c'est un PDF, je l'ai reçu en PDF, Ah, je ne c'est un peux PDF, pas. d'accord. Ok. Pardon. Ouais. Donc, du coup, en fait, oui, par rapport à cette question-là et cette notion d'équipe, il y a souvent une question qui se pose au moment où on a envie de créer sa boîte, c'est est-ce que je me lance seul ou est-ce que je m'adosse à une structure? Qu'est-ce que tu as trouvé justement dans comment tu as réfléchi à la question?
au démarrage, puisque tu disais que tu avais étudié plusieurs solutions, la reprise de société, te lancer, même si tu n'avais pas forcément l'idée du siècle à ce moment-là pour lancer ton propre concept. Que peux-tu dire autour de ce phénomène de se lancer seul ou adosser à une structure? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, en fait? Alors, moi, si vous avez une idée enfin, auquel vous croyez à fond et vous sentez que vraiment ça vous titille, et ben, allez-y. Moi, je vous donne ce conseil, vous êtes prêts pour ça. Ça n'a pas été mon cas, hein. J'ai cherché la nuit, le jour, j'en ai jamais trouvé quelque chose où je me suis dit, tiens, c'est absolument ça. Si vous êtes dans mon cas, vous dites, ah ouais, putain, j'arrive pas. Enfin, moi, je voulais faire quelque chose quand même qui ait une certaine ambition, qui puisse être sur un marché porteur, dans un secteur intéressant. Et j'ai vite compris que tout ce qui est digital, enfin, je veux dire, c'est une évidence que c'est un métier qui est nouveau, même si voilà, ça fait 20 ans qu'on se sert d'Internet. Et encore, les smartphones, hein, je vous rappelle, le premier smartphone, enfin iPhone, c'était 2007. Ça a commencé à marcher en 2010-2011. Je me rappelle encore une époque, je regardais les écrans, je disais, mais enfin, franchement, on va jamais regarder un match de foot. Enfin, on a complètement sous-estimé cette révolution des smartphones, mais elle est très récente. Elle date de la création d'Optimize en 2011-2012. Donc, il y a encore plein de choses, d'applications concrètes à développer. Il y en a pour des décennies encore derrière. Donc, même si vous arrivez maintenant, enfin, avec Fred ou avec toute l'équipe, mais on apprend tous les jours. Ça bouge à une vitesse qui est phénoménale. Et les entreprises sont complètement paumées. Et les gens qui sont même salariés en stratégie digitale ne peuvent pas avoir une expertise globale sur tout ce qu'il faut savoir. D'accord? Donc, moi, ce que j'ai trouvé chez Optimize, c'est une méthode, une expertise sur donc un sujet qui est bien défini, avec une cible. Hein, on travaille avec des entreprises qui font entre, on va dire, 1 et 15-20 millions. Il y en a certaines qui sont un peu plus petites, certaines qui peuvent être plus grandes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'attaquer à des plus grandes entreprises. Moi, j'ai travaillé pour LVMH, pour Procter, pour Pernod Ricard. On est calibré pour ça. Simplement, aujourd'hui, on a plutôt tendance à aider des sociétés qui sont challengers, qui ne bénéficient pas forcément des équipes et du savoir-faire qu'il peut y avoir dans les grands groupes, mais qui en ont besoin. Et donc, nous, finalement, on apporte ces solutions avec des possibilités de personnalisation, que ce soit chez Google, chez Facebook. C'est hallucinant ce qu'on peut faire. Donc, simplement d'expliquer aux dirigeants, écoute, bah, voilà tout ce qui est possible, voilà ce que ça doit générer comme retour sur investissement, et puis après de le faire. Et puis ça marche, bah, 9 fois sur 10. Hein. Il y a toujours des cas un peu plus difficiles. Dans la durée, on arrive normalement à trouver les solutions. Donc, moi, ce que j'ai vraiment senti chez Fred, c'est qu'il y avait un business model qui tenait la route, avec une rentabilité qui est forte, un niveau de risque financier qui est quand même faible, et puis des possibilités de développement énormes, avec un vrai marché. Et, et après, c'est à moi, en tant que, bien sûr, responsable de ma structure, ou à chaque personne d'Optimize, d'aller trouver les bons contacts, trouver les bonnes entreprises où on peut apporter la valeur ajoutée. Ce que tu as fait référence en fait à l'investissement. Ce qu'on peut peut-être dire, Jean-François, sur l'investissement en franchise sur de la prestation de service, en fait, l'implication financière est assez faible. Si on monte un McDo, voilà, un pub au bureau, on va avoir besoin d'un apport minimum de 700 000 à 800 000 €. Pour se lancer dans le digital, en fait, au-delà de la méthode et des coûts de licence qu'on peut avoir sur nos outils, voilà, il suffit d'un ordinateur, d'un téléphone, et évidemment d'une charge de travail, conséquente, mais, on n'a pas besoin en fait, d'énormément de coûts de structure pour avancer. Ça, c'est un gros avantage, c'est qu'on peut se lancer très rapidement, du jour au lendemain avec une méthode qui existe, des outils, sur lesquels on s'adosse qui ont déjà fait leurs preuves, et ça par rapport à un choix, de lancement par rapport au choix de se lancer dans une franchise, c'est pas tout à fait le même investissement, financier déjà au départ, hein. Absolument. Oui, oui. L'investissement capitalistique, il est relativement mesuré. Enfin, pour vous donner des chiffres, moi, c'était de l'ordre de 40 ou 50 000 euros pour lancer vraiment toute la structure. Et encore, je pense que ça peut être moins, Oh, y c'est en compris deçà, non?
Mm. à payer la redevance initiale de franchise, ou de licence de marque, pour être précis. J'avais regardé d'autres franchises dans des domaines, dans le domaine de l'ameublement ou en ayant un commerce. Et effectivement, comme tu le dis, c'est des dossiers beaucoup, beaucoup plus lourds, avec ouais, au minimum 500 000 euros d'investissement, quoi. Donc, c'est quand même pas pareil. Alors, question qui était également sur la charte de présentation, qu'est-ce que tu en retires encore aujourd'hui finalement de la franchise? Parce qu'on peut dire, voilà, j'ai besoin du franchiseur au départ pour me lancer, me donner une méthode, mais finalement, avec ton expérience maintenant de 3 ans et demi, que t'apporte encore la structure franchiseur? Alors, moi, ce que j'en retire, c'est que voilà, enfin, si tout se passe bien, Optimize ou ma boîte ce sera l'employeur dans lequel j'aurai travaillé le plus longtemps dans ma vie, donc c'est quand même important. Ce que j'en retire surtout, c'est que je fais un métier qui me plaît, et il n'y a pas de limite en fait. Le potentiel de développement, donc même si, enfin, en pleine année Covid, moi j'ai quasiment doublé mon business, hein, l'an dernier. Bon, même si c'est un petit peu plus dur en ce moment, et puis qu'on a eu des projets décalés ou annulés, mais donc j'ai recruté aussi une personne. Donc au bout de 2 ans et demi, j'ai un salarié à plein temps dans ma structure. J'ai une personne qui travaille presque à mi-temps en plus. Et s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais pu aller encore beaucoup plus vite, quoi. Et bon, là, il y a le Covid, on s'adapte, on réduit un petit peu la voilure, et puis on repartira quand ça va relancer. Mais donc moi, l'impression que j'ai, en fait, il n'y a pas de limite, hein. Le potentiel qu'on a, après, tout dépend de ce qu'on recherche. Il y a des gens qui vont vouloir plutôt travailler seuls et se dire, bah non, c'est ça que je veux. Ou d'autres qui peuvent se dire, moi, j'aimerais bien avoir une petite structure, avoir 2, 3, 4 personnes, pourquoi pas 10 plus tard. On a des concurrents. C'est quelque chose qui est tout à fait possible à envisager à terme. Voilà. Mais il n'y a pas de limite, en fait. C'est la grande différence par rapport au fait d'être salarié. D'accord. Ok, on va peut-être passer aux questions suivantes, du coup, si tu veux bien, Jeff. Oui, et puis répondre aussi, bien sûr, aux questions qu'il peut y avoir par chat. On ne l'a pas dit, mais Oui, et alors j'ai pas regardé, je vais regarder si des questions. Ah, c'est important de se focaliser sur un type de client. Il y a euh, Stéphane qui nous pose la question. Pardon Stéphane, je n'avais pas vu la question. Stéphane Loret. Est-ce important de se focaliser sur un type d'entreprise cliente? Alors, ça peut être intéressant de développer en fait une compétence verticale dans un secteur donné. Nous, typiquement sur Paris, par rapport à notre passif Pernod Ricard, on a eu beaucoup de restaurants, on a eu beaucoup d'hôtels aussi par voie de conséquence, et on a développé une vraie compétence verticale dans l'hôtellerie. Euh, donc, on a d'ailleurs un avantage concurrentiel non négligeable là-dessus, c'est-à-dire que par rapport aux plus grandes agences de référencement de France, je pense que si on se présente auprès d'un groupement hôtelier en face à ces agences-là qui sont très généralistes, on aura forcément un temps d'avance. Donc oui, c'est important de développer des compétences verticales métiers au travers de ce qu'on fait et d'en faire des références, parce qu'aujourd'hui, voilà, si on nous parle de Booking Expedia versus un hôtel indépendant, comment gagner des parts de marché en direct, maîtriser son compte d'exploitation et avoir une maîtrise de base de données clients en direct plutôt que de les laisser à Booking. Voilà, si on prend une agence de référencement concurrente, ils ne seront pas en capacité de parler le même langage que nos clients, que nous avec nos clients sur ce secteur d'activité. De la même manière que Jean-François a développé des compétences dans le médical. Et l'adjonction en fait de ces compétences verticales fait une vraie force parce que on a aujourd'hui 10 franchisés qui sont maillés sur le territoire français, et chacun d'entre eux, par rapport à son développement de business, a développé justement ses compétences verticales. On a quelqu'un sur Bordeaux qui est extrêmement calé sur la partie e-commerce, par exemple, puisqu'il a eu des très gros sites e-commerce à gérer. Donc, dès qu'on a un besoin de l'un des franchisés par rapport à une compétence métier, on sait forcément qu'on a un collègue qui a déjà, par le passé, touché du doigt la problématique donnée. Et donc, c'est très rapide par nos groupes WhatsApp de s'entraider et de se dire, tiens, dis-moi comment tu as fait par rapport à ce client, et on a un échange d'expérience et d'expertise qui n'est pas forcément lié uniquement au service que l'on vend, mais à la verticalité des métiers qu'on développe. Donc ça, c'est très intéressant de ce point de vue-là, alors qu'un indépendant qui se lancerait seul va mettre beaucoup plus de temps à développer des compétences métiers verticales sur différents domaines. Là, en l'occurrence, voilà, on travaille
aussi avec des groupes européens d'hôtellerie. Si demain, on a un autre groupe européen d'hôtellerie qui a envie de travailler avec nous, on a déjà une référence qui fait sens. Donc, on a des gens qui sont issus du monde du sport aussi. 3 personnes dans l'équipe ont été dans une structure de golf. Donc, on a des compétences sur l'univers du sport. Donc, ça également, c'est très intéressant par rapport au fait de se lancer seul. C'est le développement des compétences métiers et des langages métiers qu'on est amené à partager avec nos clients. Et là-dessus, je rajouterais, il y a un lien justement avec la vie d'avant. Et c'est pour ça que l'expérience est importante. Bon, moi, j'ai eu la chance en fait de travailler dans plein de secteurs différents. Alors pour les chasseurs de tête, c'était peut-être pas l'idéal parce qu'ils aiment bien des gens mono qui ont bossé toute leur vie dans les shampoings. Mais donc moi, c'était pas du tout ça. J'ai travaillé dans plein de domaines et aujourd'hui, en fait, c'est super utile puisque j'ai des clients dans la grande conso, hein, dans des produits vraiment grande conso, dans le bien-être, dans tout ce qui est santé, et c'est-à-dire mon expérience, dans les services. Et puis après, en fait, le réseau, souvent les clients que j'ai obtenus, ça arrivait par le réseau N+2. C'est assez curieux. C'est pas les gens qui sont dans mon réseau finalement N+1 qui me connaissent le mieux, mais ils me recommandent à d'autres gens qui, eux, ont des besoins. Donc, le secteur d'où vous venez, il a quand même une importance. Il va vous aider, bien sûr, à tisser votre toile et à développer votre activité au niveau commercial. Euh, Parce que tout le monde a des connexions. Donc, par exemple, si je prends un exemple, j'ai eu un dossier dans le domaine industriel. Il y a quand même un vocabulaire particulier. Donc, je sens que c'est un petit peu plus loin euh, que des produits de grande consommation, voilà, des secteurs que je connais super bien. Donc, Excuse-moi, Jean-François, on a juste une question de Luc Rousseau qui nous dit: avez-vous des franchisés sur Genève? Oui, Luc, en fait, Jean-François qui est en face de vous est à Genève, en fait. Il est voilà. franchisé à Genève. Ah, excuse-moi, Jean-François, je t'ai coupé Non, pour je t'en répondre prie. à la question. Je te laisse poursuivre. Il y en a d'autres? Parce que je ne vois pas les Non, c'est questions. bon, on a répondu aux questions en ligne, donc on peut poursuivre. Et s'il y en a d'autres, je te fais signe. OK. Euh, Je peux dérouler peut-être la charte suivante. En fait, la charte suivante, c'est les questions-réponses qu'on a déjà eues. Est-ce que vous en avez d'autres? Vous pouvez les poser dans le chat en fait en direct. Si vous avez ouais, des points d'interrogation par rapport au fait de vous lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit d'ailleurs sous franchise ou pas sous franchise, on peut essayer de vous répondre si vous en avez. Et puis, ce qu'on fera, c'est qu'on va reposter cette présentation qu'on a enregistrée sur YouTube. On la refera partager derrière. Et Jean-François et moi, bien évidemment, sommes à votre disposition pour répondre à ces questions-là. On aura sous 3 semaines également un nouveau webinaire avec Nicolas sur Bordeaux, qui avait une approche un tout petit peu différente sur les raisons profondes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme je vous le disais tout à l'heure, lui, c'était quelqu'un qui était directeur de golf et qui bossait le week-end et qui a trouvé en fait énormément d'avantages à se lancer dans l'entrepreneuriat par rapport à son temps de travail. On peut penser parfois que le temps de travail, et c'est le cas, est extrêmement important quand on crée sa boîte. Maintenant, ça peut être aussi facteur d'organisation personnelle à son avantage. Un boulot de salarié, on va être 5 jours sur 5 en semaine au bureau. Alors maintenant, un peu moins avec le Covid, mais on est quand même mobilisé sur un temps de travail qui est assez figé. Le fait d'être dans l'entrepreneuriat et d'être entrepreneur, chef d'entreprise, permet quand même cette liberté de pouvoir prendre ses vacances quand on veut, de pouvoir organiser son temps de travail en bossant sur un agenda qui est le nôtre. Je sais qu'il y a également un autre franchisé qui me disait: moi, je n'accompagnais jamais ma fille à l'école. À partir du moment où je suis rentré en franchise, je l'ai accompagnée tous les matins et je commençais en fait mon job à partir de 9h30 une fois que ma fille était à l'école. Ça, c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte, c'est que l'organisation personnelle, quand on se lance, est potentiellement facteur de charge de travail, c'est certain, mais aussi facteur de facilité d'organisation de façon certaine également. Moi, je voudrais répondre à une question qui n'a peut-être pas été posée, mais sur la question de la gestion d'équipe. Ouais. Qu'est-ce que ça change en fait finalement de passer d'une situation, parce que je pense que c'est le cas de pas mal de personnes qui ont 40, 45 ans,
Vous avez une équipe de 10, 15, 50 personnes. Et donc, ça change pas mal de se dire, bah, je repars tout seul. Donc, par rapport à ça, les réponses, bon, bah, premièrement, on peut staffer assez rapidement en fonction du développement commercial, mais donc avoir de l'aide pour ne pas faire tout soi-même et donc être accompagné. Et puis deuxièmement, moi, ce dont je me rends compte finalement, c'est en fait, je gère des gens, mais chez mes clients. J'ai plusieurs interlocuteurs. Il y a le patron, mais il peut y avoir une responsable marketing ou des stagiaires, enfin des gens qui ont besoin d'être accompagnés, d'avoir des solutions. Et puis, bah, je leur rapporte et je dois les driver, même s'ils ne me rapportent pas directement. Euh, Finalement, c'est assez proche. Donc, n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça. On est, enfin, c'est un métier, on est beaucoup en interaction. Hein. Il y a une question de proximité qui est très importante chez Optima. C'est-à-dire que, oui, il y a une partie sur ordinateur. Moi, je travaille depuis la maison. J'ai fait ce choix-là. On n'a pas besoin d'avoir de bureau. Donc, on était en télétravail bien avant le Covid. Hein, c'est un mode de vie que j'apprécie beaucoup, où il y a en fait des rendez-vous avec les clients, qu'on voit à une fréquence toutes les 4 à 6, 8 semaines, selon les cas. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, il y a des parties de production. Donc, c'est une vie qui est assez équilibrée et qui mélange des déplacements et une partie de production. Jean-François, du coup, en fait, pour que ce soit encore un peu plus concret pour celles et ceux qui se poseraient des questions, je viens de mettre un lien dans le chat. On va faire un second webinaire avec un cas pratique que tu as éprouvé, Jean-François, et pour que tu nous montres en fait l'envers du décor. C'est que voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui chez Optimize, comment ça marche pour obtenir un ROI ou des résultats concrets. Donc, si vous êtes intéressé, pour ceux qui nous écoutent, je viens de poster un lien. Tu le vois, Jean-François, aussi, peut-être? Je ne sais pas. Oui, Voilà, je oui, viens de alors, poster un lien pour. On va faire un prochain exactement. webinaire dans 15 jours où on va expliquer concrètement voilà, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est franchisé et comment ça se passe pour développer un projet avec un client très concrètement. Si tu veux nous en dire deux mots, d'ailleurs, même sans déflorer le sujet du prochain webinaire. Alors, enfin, le sujet, c'est un restaurant qui se trouve à Montreux et pour lequel on gère en fait l'ensemble de la communication digitale, tout le site, toute la communication. Et en fait, il travaillait beaucoup avec La Fourchette jusqu'à présent. Et puis, il avait un taux de remplissage qui n'était pas forcément fabuleux. Et donc, on l'a positionné parmi les premiers restaurants. Je pense qu'il y en a plusieurs centaines sur Montreux. Donc, on est premier en termes de SEO. On a mis en place une stratégie tout à fait ciblée, donc avec un système de réservation par Internet, hein, qui est interfacé avec le site et avec Booking, enfin, avec plein de systèmes de réservation, et la gestion de la e-réputation et des réseaux sociaux. Voilà, le résultat a été exceptionnel, bah, jusqu'au Covid, parce que là, malheureusement, il est fermé. Mais donc, on a réussi à augmenter, bien sûr, le chiffre d'affaires. Il a baissé aussi son coût achat, son coût matière. Et on a réussi à ne plus avoir du tout besoin de la fourchette. Pour ceux qui ne connaissent pas, à chaque fois que vous faites une réservation via la fourchette, bah, le restaurateur doit payer 1 ou 2 euros par couvert. Donc, quand vous avez 100, 200 couverts par jour, bah, sur un mois, ça fait vite des sommes très importantes. Aujourd'hui, la plupart des restaurateurs, bah, finalement, ne réfléchissent pas plus loin que la fourchette. Et nous, on leur apporte des solutions pour reprendre leur destin en main, reprendre leur stratégie digitale en direct et se libérer de la contrainte de la fourchette. Voilà, un exemple concret. Super. Donc, on vous donne rendez-vous pour ce cas pratique très bientôt. Merci à tous d'avoir participé. Ça fait plaisir de revoir des gens que je n'avais pas vus depuis un certain temps. Ciao, Maria Cristina. C'est sympa de t'être connecté pour venir nous voir. Ça fait une paye qu'on n'avait pas échangé. Merci Thomas aussi, que j'ai croisé chez Pernod. Donc, super. Merci d'avoir participé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez soit aller sur le site Optimize à la partie contact pour entrer en contact avec nous,
nous, en contact avec nous. On peut évidemment échanger dès que vous le souhaitez, si vous vous posez des questions sur le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, pas forcément chez Optimize, mais on est ouvert sur l'échange d'expérience. Donc, merci Jean-François aussi pour ta présentation et ton retour d'expérience de ces 3 années et demie maintenant parmi nous. Voilà, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux webinaires. Il y en aura un autre encore avec Nicolas qui vous fera partager aussi son expérience de lancement dans l'entrepreneuriat. Si tu veux rajouter peut-être une conclusion, Jeff, avant de nous quitter. Simplement, merci aux personnes qui ont suivi ce webinaire. N'hésitez pas à me recontacter. Vous avez sur LinkedIn mes coordonnées si jamais vous ne les avez pas. Vous les retrouvez facilement. Et avec grand plaisir, je répondrai à vos questions complémentaires. Si Je vous crois en qu'on avez. a loupé une question, pardon, Alexandre, qui posait une question. On va peut-être répondre avant de clôturer. Quel est approximativement en pourcentage de temps sur une semaine le ratio prospection-production? Alors, forcément, ça évolue dans le temps, puisqu'au départ, tu vas être, Alexandre, beaucoup en prospection au tout début. Après, sur le temps de production, moi, je l'estime grosso modo sur du 30% de production. Voilà, au bout de 3-4 ans, c'est du 30 à 40% de production. Et après, il y a évidemment toutes les tâches administratives. Il y a la partie management quand on a recruté, ce qui est mon cas, et ce qui est le cas de Jean-François. Donc, ça évolue dans le temps. Mais on va dire au départ, forcément, tu as un temps de prospection assez colossal, mais ce n'est pas de la prospection en appel téléphonique avec le bottin, hein. C'est quand même de la prospection extrêmement ciblée. On a la chance également d'avoir une plateforme de mise en relation entre des demandeurs et des agences comme les nôtres pour pouvoir nourrir notre travail en leads entrants. On a ce qu'on appelle notre propre inbound marketing qui nous en envoie. Donc, en fait, ce n'est pas une prospection dans le dur. Il y a aussi beaucoup de temps qui est consacré, je dirais, à la construction du réseau d'apporteurs d'affaires, parce que c'est quand même le premier facteur. C'est le premier facteur en fait de leads entrants. C'est nos apporteurs d'affaires en fait qui au fur et à mesure nous apportent la plupart des clients, même si évidemment les moyens digitaux on se les applique à nous-mêmes avec notre propre référencement. Voilà. Il y a quelques autres questions. Thierry qui dit la solution que tu évoques, c'est ZenChef. Alors je ne sais pas par rapport à quel. Oui, ZenChef en fait partie. Donc moi c'est un concurrent en l'occurrence de ZenChef qui s'appelle Guest Online. Voilà, et qui permet en fait d'intégrer toute la gestion des avis. Vous savez que les avis, c'est extrêmement important pour les restaurants, tout le monde les regarde. Et donc, en fait, tout est intégré à la fois dans le site, sur Guest Online, et puis au niveau de la gestion des avis, c'est interconnecté avec un système qui s'appelle Customer Alliance. C'est un système allemand. Et donc, en fait, ça permet au restaurateur de gérer tout son planning de réservation sur iPad. Donc, avant, il travaillait avec un papier, un crayon. Donc, ça a vraiment changé complètement la vie du restaurant. Ça, c'est vraiment des projets intéressants parce que vous avez un aspect humain. Il faut travailler avec le chef, il faut travailler avec les gens qui accueillent les clients. Donc, il y a dans ce projet toute une dimension humaine en plus du technique. J'ai loupé une question d'Alexandre, pardon, je vais y répondre a posteriori. Alexandre nous demandait comment est perçu par les clients le principe d'un abonnement mensuel récurrent. Alors, plutôt bien, parce que ça permet d'éviter d'avoir une charge annuelle d'un coup sur une prestation qui pourrait être chère, vu la charge de travail que ça représente quand même, hein. Lorsqu'on fait le référencement d'un site, ce n'est pas du one-shot, c'est forcément un travail qui se fait dans la durée. Donc, la récurrence des abonnements qu'on met en place est justifiée par rapport au suivi client. C'est-à-dire que, bon, on va donner un exemple très concret. Je veux être référencé sur un restaurant, sur meilleur restaurant de telle ville. Si j'arrive, par exemple, en deuxième page avec toutes les actions qu'on a mises en place, ce sera intéressant, mais pas suffisant. Il va falloir se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant pour repasser de la deuxième à la première page. Et donc, ça justifie de reprendre le dossier, de retravailler un certain nombre de choses pour encore progresser. Donc, il y a une justification à cet aspect récurrence de l'abonnement. Après, moi, j'ai voulu mettre en place aussi un système un peu à la Pernod Ricard, c'est-à-dire qu'on est une force de vente digitale et je pense que la présence auprès du client chaque mois pour aller faire des points récurrents est également quelque chose d'essentiel et ça nous différencie vraiment par rapport à des agences qui travaillent uniquement en back-office depuis Paris pour des clients de province et qu'on voit à peine une fois par an en clientèle. Moi, j'ai souhaité en mettant en place Optimize justement qu'on ait vraiment cette proximité client
au-delà du langage et de la connaissance métier, j'ai souhaité vraiment en fait qu'on ait cette proximité client et qu'on fasse un travail de suivi extrêmement important au fil du temps et récurrent lui-même. Donc ça justifie de fait l'abonnement récurrent et je pense que c'est plutôt bien perçu parce que ça permet justement d'amortir pour le client des charges dans le temps et pour nous d'avoir un travail récurrent de suivi et d'échange avec le client, d'autant que souvent il y a des inflexions stratégiques qu'on va faire en collaboration avec lui. Il va intégrer un nouveau produit, il va intégrer un nouveau service, il va falloir qu'on les référence. Et donc, c'est également très important de pouvoir le faire. Et puis, également un truc, c'est prendre la température du client. Parce que quand on va dans ces locaux, qu'on connaît l'environnement, qu'on connaît en fait la façon de travailler, qu'on connaît les salariés, qu'on échange avec eux, c'est quand même très riche d'enseignements. On s'imprègne en fait de la vie de l'entreprise qui est cliente et ça nous permet en fait d'avoir des réflexes métiers, me semble-t-il, qui sont supérieurs à peut-être certaines agences qui travailleraient uniquement dans leur bureau. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la Oui. question Puis complètement. le fait que ce soit récurrent ne veut pas dire que c'est complètement figé. Ça, en fait, ça évolue en permanence. Donc, il y a un cahier des charges, on définit très précisément ce qu'on fait pour quelle tarification, et puis le client a le choix de dire ah bah, tiens, je veux faire ci, ou renforcer ma stratégie sur les réseaux sociaux, ou attaquer un nouveau média. Et donc, on peut faire évoluer le contrat. Ce qui est important, par contre, c'est qu'il a la garantie qu'on travaille dans la durée. Et qu'on a une connaissance très fine, parce que pour bien accompagner le client, il faut vraiment... Moi, je rentre dans l'équipe, hein, on fait partie, on est voilà, responsable de la stratégie digitale des entreprises, hein, très souvent. Et juste en petite anecdote, j'ai un client, bah, pareil, que j'ai depuis plus de 3 ans. Au bout de 2 ans, en fait, ça marchait super bien, c'est un centre de bien-être, ça marchait probablement trop bien. Et donc, il a peut-être sous-estimé l'apport d'Optimize. Puis, donc, il a dit bah, je voudrais bien travailler avec une autre agence sur les réseaux sociaux. Donc, toute l'animation, Facebook, Instagram. Je lui ai dit non. Tu continues à faire tout ce qui est Google, les publicités, le site et tout, parce que voilà, je suis convaincu que vous êtes les meilleurs, mais je voudrais bien essayer autre chose. Pas de problème. Donc, on arrête une partie du contrat. Il a donné ça à une autre agence qui était voilà, des jeunes super, soi-disant, introduits là-dedans. Au bout de 2 mois, c'était une catastrophe. Donc, ils ont perdu 60% de tous les leads qu'on amenait vers les réseaux sociaux. Et il a commencé à plonger en chiffre d'affaires. Ça a été tout de suite, hein. Donc moi, je regardais, je dis, écoute, je vais juste te donner les chiffres, hein. Objectivement, hein, il y a des choses qu'ils ont faites qui ont été bien. Et au bout de 2 mois, il m'a dit, non, non, mais écoute, c'est pas possible, on arrête, quoi. Là, c'est un peu dans le mur, quoi. Je lui dis, bah, voilà, au moins tu sais pourquoi tu nous payes. Et puis, hop, on a repris le contrat. En 2 mois, poum, on est reparti et on a remonté en plein Covid, hein, l'établissement. Et on a regagné le chiffre d'affaires perdu. Voilà, ça, c'est juste des faits. Et mais ça montre que le contrat peut évoluer. Il n'est pas figé. Et c'est à nous, justement, d'apporter cette valeur ajoutée en permanence. Super. Je regarde s'il y a encore des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. La grille tarifaire est-elle imposée par Optimize, me pose Thierry comme question. En fait, non, mais de fait, on a une ligne directrice de politique commerciale, Thierry, évidemment, parce qu'on doit être cohérent dans ce qu'on propose. Maintenant, on a tellement de cas de configuration différentes. Si on travaille sur un site qui fait 10 pages, ce n'est pas la même chose que si on travaille sur un site qui est à 5000 références en e-commerce et en 5 langues. De fait, on a évidemment une base tarifaire qui est calibrée, mais qui va de fait évoluer par rapport à la difficulté rencontrée, et pas seulement sur le site internet en lui-même, mais sur le niveau de concurrence qu'il peut y avoir aussi, parce que quelqu'un qui a 2 concurrents sur son marché et quelqu'un qui en a 10, ça ne va pas être les mêmes efforts à consentir pour avoir des résultats optimaux. Donc oui, on a une politique commerciale qui est très bien calibrée, mais après, on l'a fait évoluer, bien évidemment, en conséquence de ce qu'on va trouver en face, et puis peut-être aussi de certaines exigences de certains clients qui vont vouloir plus de reporting que d'autres, etc. Donc oui, on a une politique commerciale bien cadrée, mais on l'a fait évoluer en conséquence de ce qu'on trouve en face. Voilà, je ne sais pas s'il y a, a priori, il n'y a pas d'autres questions, mais comme on vous le disait tout à l'heure, si vous souhaitez nous contacter
par LinkedIn, par le site, n'hésitez pas, on sera volontiers là pour répondre à vos questions, que ce soit sur des questions business, sur des questions d'entrepreneuriat, et puis donc rendez-vous au prochain webinaire, à la fois sur les cas pratiques et puis sur l'expérience retour de Nicolas également, qui va faire un webinaire d'ici 15 jours sur la même thématique que celle de Jeff, mais ça vous permettra d'avoir un retour d'expérience encore différent sur le sujet. Pour conclure, Jeff, si tu veux dire un petit mot. Ah bah écoute, je regarde. Ah bah Thierry Tupin, salut Thierry. Alexandre, que je connais aussi. Voilà, bah, très sympa. Stéphane, donc, qui m'a accompagné comme coach. Je remercie aussi. Et il a été d'une grande aide, hein, pour ce repositionnement au niveau personnel. Voilà. Et puis en conclusion, lancez-vous, hein, jetez-vous à l'eau. Et c'est que du bonheur. Que ce soit chez Optimize ou si vous trouvez d'autres structures qui vous semblent plus adaptées par rapport à vos besoins, hein. Mais voilà, en tout cas, pour moi, ça s'est extrêmement bien passé et ça a été le bon choix, la bonne solution, avec un repositionnement à la fois professionnel, géographique, hein, de pays, et puis une nouvelle vie qui est passionnante parce que je crois que je me suis jamais autant servi de mon cerveau tous les jours. C'est passionnant. Donc, il y en a pour. C'est vrai que les années ont passé très vite aussi, hein, ces 4 années là. Voilà, on s'ennuie pas du tout et c'est que du bonheur. Bon, ben merci à tous, merci Jean-François, à très bientôt, belle soirée, et belle fin de semaine. Merci beaucoup pour votre Merci à vous participation. tous. Au revoir. À bientôt.